Et bonsoir à toutes et à tous. Je me disais bien, Franck, qu'est-ce que tu vas nous réserver ce soir? Ta, ta plus belle entrée en mesure avec les dollars. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien toutes et tous, que vous êtes remis de cette soirée endiablée. On est là pour le débriefing du match contre la Juventus de Turin. Pour ça, je suis accompagné de mes collègues et serviteurs qui sont toujours présents. Salut Vincent. Salut Max, salut Franck, Salut, salut Kylian. Salut Kylian, le pro de la stat. Oui, salut les gars, j'en ai ramené deux, trois ce soir. Je suis venu chargé, j'avoue. Allez, nickel, comme ça on peut voir. Et notre goth international, Franck. Salut Maxime, salut Vincent et salut Kylian. Salut. Super les gars, bah écoutez, merci encore d'être là pour débriefer de ce match. Avant d'entamer, moi j'ai envie de partir sur une petite phrase que Lars Ricken a lancée juste avant de partir pour Turin. Les matchs de la Juventus contre le Borussia Dortmund ont toujours été des nuits magiques. Eh ben la preuve en image, bon, j'ai envie de dire. Ouais. Alors là, oui. C'était alors magique dans le sens au début et tragique à la fin. Tout d'abord, on va partir sur la composition d'équipe pendant que Franck change de tenue. Alors, j'arrive pas à vous mettre la petite photo ce soir, ça veut pas, ça bug. Comment? Je dis après le match d'hier soir, ça m'étonne pas, quoi. Ça veut pas. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui va. Donc, du coup, on était dans les goals toujours avec Kovac, avec une défense centrale. Ben Sebaini, Anton Ryerson, piston gauche Svensson, piston droit Couteau, au milieu Nmecha, Sabitzer et les trois devant Guirassy, Bayer et Adeyemi. Tout d'abord, on va commencer sur la compo. Est-ce que Kovac n'aurait pas trouvé un peu son système déjà de jeu est déjà mis en place, mais sur cette compo qu'il enchaîne une seconde fois à la place de, je crois qu'il y avait Gross contre Heidenheim et là c'est Sabitzer qui le remplace, sinon il n'y a pas d'autres changements. Franck, vas-y. Ouais, le système, je pense que ouais, de toute façon, on en avait déjà parlé la dernière fois. Là, il a juste remplacé numériquement Sabitzer par Gross par Sabitzer, quoi, hein, vu que Gross avait quelques problèmes gastriques. Voilà. Et donc, voilà. Après, comme dit, moi, j'aime bien parce que Nmecha, je trouve qu'il a fait un très bon match. Ouais, c'est clair que il a une place de titulaire qui est vraiment indiscutable. C'est au milieu, ouais. au vu des prestations. Toi, Vincent, du coup, cette compo qui est un peu reconduite depuis deux matchs maintenant, t'es Bah écoute, oui, satisfait, hein, satisfait surtout de la prestation globale de l'équipe. Mais là où je rejoins directement Franck, c'est que c'est pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est Nmecha titulaire indiscutable. Ok. Et toi, Kylian, pour clôturer sur cette compo, ça te botte ou tu vois des changements à faire encore? Bah moi, c'était les 11 que je voulais. Voilà, on en a discuté déjà dimanche soir. Sur le match contre Heidenheim, Gross, ça a été le point faible, la seule un petit peu face sombre du jeu. Tu le sors. Forcé parce qu'il est malade ou choix sportif, au final, on le saura jamais vraiment. Mais Sabitzer, de ce qu'il y a sur le banc, c'est lui qui est en meilleure forme avec l'Autriche et puis même avec son début de saison à Dortmund qui est loin d'être cata. C'est pas du grand Sabitzer bien sûr, mais en tout cas dans l'investissement, moi il m'a convaincu. Donc non, ce 3-4-3 là, en tout cas sur le papier et puis même après pendant le match, hein, on va en reparler. Moi je le garde, hein, vraiment. D'accord. Ok. C'est vrai que Sabitzer, il est un peu divisé dans la communauté. Donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est vrai que des fois on a l'impression que c'est un peu Gasper, on le voit pas pendant un certain moment et d'un coup il réapparaît. C'est ça un peu qui est dommage avec lui. On a quelques petits messages déjà. Il y a Mathéo qui est là, qui dit salut à tous. Salut. Kevin qui dit Sabitzer est à la ramasse. Voilà, donc on a déjà un premier message. Je pense pas que j'irai jusqu'à quand même à la ramasse, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments de. Complètement. Ouais, voilà, on le voyait plus. En fait, Pour le but de l'égalisation, le 1 partout,
pourquoi il ne va pas au pressing sur Joao Mario, le 25, qui fait la passe après à un truc? Pourquoi il lui laisse tant d'espace, quoi? Il est devant, pourquoi il n'y va pas, quoi? Alors, je rejoins Kylian, je trouve qu'il s'améliore quand même un peu, mais il a des absences par moment. C'est pour un joueur de sa qualité, quand tu vois comment était Sabitzer à Leipzig, et là. Ouais, tu vois la différence, hein. C'est clair que c'est pas le même joueur. Et ouais, il y a ces absences où même là, on le voyait contre la Juventus, à la fin, il marchait, il était tranquille. Ouais, on va finir le match comme ça. Et en fait, non, faut continuer à presser. Et même si tu gagnes finalement 4-2, tu dois continuer. Et le nombre de passes qu'il fait vers l'arrière, il ne prend pas de risque, quoi, je veux dire, quoi. C'est pas une plus-value comme peut l'être Nmecha, quoi. Je le trouve. Il faudrait, avec son talent, sa technique, parce qu'il est bon techniquement, il nous l'a déjà prouvé, quoi. Mais il devrait ramener plus. Mais dans le jeu de l'avant, vers l'avant, il n'y a rien, quoi. Ouais. Surtout qu'en plus, il est là sur un rôle de 8, parce qu'au final, c'est Nmecha qui est plus en 6 et qui est là pour relancer de la défense. Et c'est vrai qu'on le voit. Moi, je le vois pas trop quand même sur ce poste de relanceur et tout. Et on voit vraiment qu'il y a un gros manque au milieu de terrain. Où on l'a vu contre la Juve, mais le poste de 10, il n'y a personne en fait. C'est le trou, c'est le néant. Tu as Adeyemi qui est à droite, Bayer à gauche et Guirassy. Guirassy joue un peu ce rôle de redescendre et de piquer un peu pour. Mais ce ne serait pas son rôle en fait. Normalement, il devrait être devant pour tenir la défense et mettre le pressing. Ça va nous permettre un peu d'enchaîner sur. Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est diviser le match en deux, première période et seconde période, même si la première va. Deuxième direct. C'est vrai, un peu, ouais. Oui, bon. Il y a quand même des choses à dire, mais bon. Ouais. Mais ouais, brièvement, ce qu'on va faire, c'est que, comme on l'avait dit, on va vraiment parler que du match de la Juventus quand on fait ce genre d'émission, hein, quand on fera les matchs de Champions League. Et on se gardera les autres sujets pour les matchs quand ce sera la Bundesliga. Comme ça évite de faire trop long aussi. On sait qu'à 21h, il y a d'autres matchs et qu'il y a des fervents avec nous qui veulent regarder les matchs de Ligue des Champions, comme Vincent. Donc, Non, mais t'inquiète, hein, moi je suis là, je suis avec vous, il y a le match à côté, j'ai pas besoin d'avoir les commentaires. Je suis avec vous, moi, ça me va très bien. Alors, c'est très bien que tu commences par les commentaires, parce que les commentaires sur Canal+. Qu'est-ce que j'étais content. Ils ont eu un moment une panne, qu'on les a pas entendus pendant 20 minutes, quoi. Ouais. Ils m'ont gonflé, hein. Personnellement, ils m'ont gonflé, surtout à la fin. C'est ça. Donc, pour rappel, c'était le match, c'était le commentateur qui était là contre le match contre le Real Madrid du 5-2, qui nous avait claqué un bon à la Madrid à la fin de la rencontre, qui était extraordinaire. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai fait oula, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que on voyait très bien qu'ils étaient pour la Juve, parce que sur les buts de Dortmund, il n'y avait aucune joie, aucune envie. Donc, faut le dire, s'ils ont un problème avec les clubs allemands ou avec Dortmund, mais c'est vrai que c'est dommage d'être pas un peu dans l'équilibre sur ce genre de rencontre. Voilà, donc c'est dommage. Pour revenir du coup au match, sur cette première période qui était assez ennuyante, pour rester peut-être poli. Vas-y Vincent, toi, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de cette première période? Après, alors oui, j'ai trouvé le match, la première période ennuyeuse, mais j'avais quand même la grosse impression que tôt ou tard ça allait démarrer. Alors je m'attendais quand même un peu plus rapidement. Je vais pas vous mentir. Je pensais que dès l'ouverture du score, le match il allait s'enflammer. Bon, ça a pas loupé forcément, parce qu'après il y a eu but sur but. Bon, je m'attendais pas à autant quand même, hein, faut pas déconner. Mais la première période, elle était, ça stagnait de part et d'autre. On voyait donc notre Juventus qui jouait comme on l'avait déjà tous prévu, hein, et comme on le sait, bloc bas. Ils ont quand même eu un peu plus d'occasions et ils ont été un peu plus dangereux que nous. Nous, on avait encore une fois, un petit peu comme le match d'Heidenheim, où on avait des opportunités, mais on a un petit peu tricoté, on s'est emmêlé les pinceaux. Mais après, bon, vous connaissez la suite, hein.
C'est ça. C'est vrai qu'on a eu 30 bonnes premières minutes. C'est ce que j'ai noté moi. Et après, il y a eu un moment de baisse. Et c'est vrai que la Juve est revenue à ce moment-là. Kylian, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première période? Bah, la première période, elle était un peu insipide, mais c'est vrai que globalement, on a réussi à jouer bloc très haut, parce qu'à un moment même, Kobel est quasiment dans le rond central quand il vient chercher un ballon. Les défenseurs centraux sont dans la partie de la Juve, mais c'est parce que la Juve, c'est le jeu de Digger Tudor. Ils ont accepté de subir pendant 45 minutes, ils l'ont plutôt bien fait. Mais moi, ce que je mets en lumière, par contre, c'est la capacité de récupération de Dortmund sur les ballons perdus, le contre-pressing sur 5, 6, 10 secondes, course à très haute intensité, harcèlement sur le porteur de balle, ça a payé quasiment à chaque fois. Alors il y a Anton qui prend jaune sur typiquement une action comme ça. Mais surtout sur la première demi-heure, ça c'est un régal à voir dans le comportement défensif, dans l'agressivité. On en parlait, notamment du fait que certains joueurs se transcendent quand il y a l'hymne de la Ligue des Champions qui résonne. Ce type de pressing là, parce que c'était vraiment un marquage individuel, et pour le coup, c'était pas une volonté partagée entre la Juve et Dortmund. La bataille dans l'intensité dans la première demi-heure, elle a été gagnée. Faut voir combien de ballons on a récupéré et comment on les a pas laissés respirer. Ça, c'est la satisfaction qu'on peut tirer des 45 premières minutes, parce qu'au final, la plus grosse occasion, c'est Thuram qui se l'offre, et Kobel fait un super sauvetage, quoi. Ouais, et qui est contré aussi au passage, parce que je pense que sinon elle prend pas la même direction. Et c'est vrai que tu as bien résumé cette première période. Il y avait vraiment un bon pressing. On était direct présent au second ballon. On récupérait les balles de suite. On n'attendait pas. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu de Dortmund depuis le début de saison, qui fort dans l'impact et qui répondait présent. Toi, Franck, du coup, pour clôturer déjà cette première période, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, qu'est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Kylian et Vincent, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'on a bien démarré le match, comme on les a souvent bien démarré cette saison, parce qu'à une époque, on était toujours assez laxiste sur les débuts de match. Là, je trouve qu'on prend quand même le jeu à notre compte assez rapidement. On fait circuler le ballon, on essaie de monopoliser le ballon. Et après, c'était un peu quand même assez insipide la première mi-temps. Mais on avait un bon contrôle. Donc, ouais, à part Thuram qui a mis sa frappe, que Kobel nous sort d'une belle parade. Il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Mais je ne trouvais pas qu'on était très en danger. Je ne nous sentais pas en danger non plus en première mi-temps, je veux dire. Et on n'a pas vu de grosses failles ou de petites failles qui peuvent devenir de grosses failles, comme on a pu voir en deuxième mi-temps. Ouais, c'est clair, c'est que c'est vrai que en fait, la première période, ça faisait une grosse domination, mais stérile, en fait, qui servait à rien, en fait. On gardait le ballon, mais c'est ça. Je sais pas si Kylian, tu as une stat sur ça, sur le nombre de frappes en première période côté Dortmund. La possession, ce serait un truc, parce que je pense qu'on était à plus de 60-65% en première mi-temps. 65, c'est ça, ouais. À un moment, on était monté à ce montant-là, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu énormément de frappes en première période. Donc il y en a deux pour Dortmund. Ouais, voilà, c'est ça. Donc alors un sujet, c'est vrai que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'on a toujours cette tendance, et je le vois depuis le début de saison, de vouloir rentrer avec le ballon dans le but. On a des joueurs comme, je pense qu'Enmecha l'a montré, Sabitzer l'a montré, Adeyemi est capable aussi, Guirassy également aussi, de frapper de loin. On n'essaye pas, on attend vraiment de toujours vouloir faire des centres, on dit bon, c'est pas sur une petite tête ou autre. Je comprends pas cette manière de ne pas essayer, de dire si tu frappes, ça part dans les gradins. On s'en fout, tu as essayé au moins. Mais là, Franck, toi? Alors, le pays de l'Allemagne, c'est la Kartoffelpraline, comme on dit toujours, c'est les tirs de loin. Depuis quelques temps, en Allemagne, ça s'est un peu inversé, et surtout chez nous, vu qu'on a des joueurs qui sont de plus en plus techniques et je dirais moins spontanés, c'est qu'ils veulent ramener. Alors moi je dis ça, c'est le syndrome français, quoi. Ramener le ballon dans le but, quoi. Je veux dire, mais putain, essayer de tirer, quoi. Je veux dire, c'est le gardien repousse, il repousse, je veux dire, vers un de nos attaquants ou pas. Je veux dire, comme tu dis, la frappe est cadrée. Alors comme Mecha, je veux dire, ça fait un but extraordinaire en seconde mi-temps, mais qu'on essaye, quoi. Je veux dire.
Moi, je suis adepte de toute façon des frappes de loin, je veux dire. Et, le truc, le tiki-caca pour amener le ballon dans le but. C'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, c'est lassant. Et puis bon, tu sais pas, tu frappes de loin, ça peut être corner, ça peut être détourné. Je veux dire, comme on l'a vu avec la frappe de Thuram, hein, il essaye de loin, c'est détourné. Kobel, il a la chance qui fait la belle parade et qui va la sortir. Bon, Mais surtout dans un match où tu es comme ça, contre un bloc qui est très très bas, bon, là je ne parle que des 3 premiers quarts d'heure, quand tu te bats contre une équipe qui joue si bas et que tu n'arrives pas à rentrer dedans, à la fin, si tu as frappé que 2 fois, c'est que vraiment tu as manqué ta chance, surtout que Mecha, il a une patate quand même. Hein. Il a vraiment un bazooka à la place du pied droit, hein, parce que c'est pas la première qu'il nous met aujourd'hui. Sabitzer, c'est devenu un peu plus rare, mais il sait faire aussi. Et puis Adeyemi, il marque, il est en dehors de la surface, donc il sait faire aussi. Donc c'est vrai que tu peux avoir des regrets sur ce point-là, et même en général, parce que ça date pas que de ce match-là. Le fait que tu veux t'entêter à rentrer dans les 16 mètres à tout prix, c'est un truc qui date de longtemps maintenant. Ça fait maintenant un certain temps qu'on n'a plus d'artilleurs vraiment aux 20 mètres pour essayer d'aller chercher la lucarne, ou au moins de provoquer quelque chose du gardien, gagner un corner ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. La preuve en est qu'on en met 2 ou 3 en dehors. Il me semble qu'au couteau, il la met aussi en dehors de la surface. Hein. Bon, il est dedans, mais il est dedans. Il est dans la surface. Voilà. Sur les 4, on en met quand même presque 3 en dehors de la surface. Hein. Regardez la période de Aubameyang à l'époque. Aubameyang a mis, je crois, 2 seuls buts en dehors de la surface de son époque. C'est un coup franc contre Mainz qui le met en lucarne à gauche et un tir en Coupe d'Europe contre Tottenham. D'accord. Ouais, donc tu vois que le ratio est vite bas et que c'est faible. Bon, c'est bien, ça va nous permettre d'enchaîner du coup sur cette seconde période. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à dire. Bon, ce match est devenu complètement fou. On s'est ennuyé pendant 45 minutes. On n'a plus respiré pendant plus de 45 minutes durant cette seconde période. Vas-y, Kylian, ton petit avis du coup sur cette seconde période, peut-être avant le temps additionnel. En fait, c'est difficile. C'est vraiment difficile à analyser en fait comme match, parce que tu as l'impression que c'est un match qui a été empris de la magie du foot, quoi. Tu vois, on lui a ajouté un sort à ce match-là, cette seconde période, et ça se finit comme ça. Mais en fait, dans aucun monde ça doit se finir comme ça. Et moi, je suis partagé entre le fait que si avant le match on me demande de signer pour un match nul, je le fais. Mais en fait, à la fin, t'as l'impression vraiment d'avoir perdu 2 points, et c'est la Juve qui a fait la bonne opération. C'est le scénario en fait qui tourne contre Dortmund, bien que dans les forces en présence, pour moi le match nul, il est plutôt mérité. Alors après moi je trouve que Adeyemi alors Mecha a fait un match de patron, hein, vraiment une seconde période de patron. La bataille du milieu de terrain, elle est gagnée par Dortmund dans quasiment tous les compartiments du jeu, et c'est vraiment grâce à Mecha qui a invisibilisé Thuram. Contre Mainz, ça fait un petit peu mieux, mais Thuram, il fait pas vraiment un bon match pour le coup. Sabitzer à côté, moi je suis un petit peu plus clément parce que j'ai bien aimé sa distribution. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de risques pris, hein, ça c'est réel, mais dans la circulation du ballon, dans les intentions, c'est pas trop un gars qui fait des erreurs, en tout cas pas sur ce match. Après, j'ai été beaucoup perturbé par le manque d'homogénéité dans nos phases d'attaque, c'est-à-dire que couloir droit, ça dépote, ça va à 2000 à l'heure. Entre Adeyemi et Couteau, ça allait très très vite, ça a bien combiné. À gauche, Svensson, ça a même pas dépassé la ligne médiane, quoi. Tu vois, pour moi, il y a un gros problème avec Svensson en ce début de saison. Avant les matchs, avant les débriefs, comme ça, j'essaie de me faire un genre de top 11 je classe les joueurs de 1 à 11, qui a été le meilleur, qui a été le moins bon. Svensson, il est vraiment dans les bas-fonds sur ce match-là, même si c'est pas le pire pour moi. Parce que devant lui, il y a Bayer qu'on a quasiment pas vu. Il a touché une 30aine de ballons dans le match. Bayer, ça a été vraiment, vraiment pas bon. Et après, sur la ligne de 3 derrière, c'est compliqué d'avoir un avis. Moi, je trouve qu'Anton est passé à côté de son match parce que même dans la distribution, il a pas été bon. Ruerzon, il y a des erreurs aussi, des erreurs notamment sur le placement de la ligne de hors-jeu qui n'était pas respectée. Et Ben Sebaini fait un bon match. Pour moi, c'est le meilleur des défenseurs, même si à la fin, effectivement, sur le 3e but, il perd la balle, mais ça passe. Si tu regardes vraiment cette action, la passe qui fait longue ligne pour Brandt, il est complètement désintéressé de l'action, quoi. C'est le joueur de Dortmund qui est le plus proche de Ben Sebaini. Il a un œil sur la balle et l'autre on ne sait où, tu vois.
D'ailleurs, Ben Sebaini lui reproche, il lui montre instantanément, mais gars, tu fais quoi? Sens-toi concerné, quoi, tu vois. Et après, bon, je sais plus qui fait le centre, mais le centre est magnifique, il n'y a rien à dire. Donc, dans l'ensemble, le match nul, je le trouve mérité. La seconde période, bon, voilà, c'était extrêmement divertissant, même juste pour un fan de football, sans compter Dortmund, sans compter la Juve, quoi. Je trouve que l'arbitre, il a eu plusieurs situations compliquées, mais il n'y a pas de scandale à dire sur l'arbitrage. Ça a toujours été plutôt logique, en tout cas, dans ses choix. Mais les erreurs individuelles nous coûtent encore une fois cher. Et effectivement, tu peux exposer Anton ou tu peux excuser Ben Sebaini parce qu'il met quand même le penalty puis il le tire vachement bien. Et le placement de Ryerson nous coûte, à mon avis, au moins un but parce que la ligne du hors-jeu, il la maîtrise pas, quoi. Ouais, bah oui, bah après, c'est vrai qu'il est vraiment là pour dépanner Ryerson. Donc, je pense que tu peux même pas lui en vouloir ou taper dessus parce que le gars, il fait ce qu'il peut à ce poste-là. Ben Sebaini, j'avais l'impression que ça commençait à tirer dans les jambes parce qu'on voyait une paire de fois se faire des étirements sur certaines pauses. C'est vrai qu'il enchaîne les matchs quasiment tous les 3 jours, lui, maintenant, depuis le début. Et ça devient un peu, peut-être physiquement compliqué pour lui. Vincent, toi, du coup, cette seconde période complètement folle? Alors, on aura au moins le mérite, malgré le score, qui est pas vraiment, enfin, qui est en demi à notre faveur. On aura le mérite d'avoir peut-être affiché le plus beau match de la soirée. On peut pas dire le contraire, hein. Je suis d'accord à 1000% avec tout ce que a dit Kylian. Alors, on n'est peut-être pas tout le temps d'accord, mais là, pour le coup, je suis d'accord à 1000% avec tous ses propos. J'aimerais juste ajouter quand même quelque chose. Avec tout ça, que moi personnellement, il y a un joueur, pour moi c'est l'homme du match, c'est Karim Adeyemi, qui a fait des efforts totalement phénoménaux, que ce soit offensivement comme défensivement. Pour ceux qui ont bien regardé le match, hein, parce que j'ai vu des avis aussi sur Internet qui étaient totalement différents de ce que je vous dis. Mais par contre, j'ai quand même une mention spéciale pour deux joueurs qui m'ont extrêmement plu. Et je tiens vraiment à les mettre en avant. C'est donc Rami Ben Sebaini et c'est Yann Couteau, où j'ai vu à plusieurs reprises qu'il a voulu, qui a voulu impérativement porter l'équipe et s'imposer en tant que, presque j'ai envie de dire en tant que patron. Et ça m'a vraiment plu parce que bon, c'est un joueur qui a quand même commencé chez nous de manière assez timide. Et sur ce match-là, alors je sais pas si c'est l'effet Champions League, hein, qui a donné lieu à ce comportement, mais ça m'a vraiment plu de le voir comme ça parce qu'il a été plutôt bon, mais il a voulu s'imposer dans l'équipe. Il nous marque un but, le but du 3-2, hein, quand même. Et je tiens vraiment, moi personnellement, alors peut-être qu'apparemment Franck il n'est pas d'accord avec moi, mais je suis vraiment content de son match. Et pour ajouter aussi un truc, c'est j'ai eu la vague impression que aussi, maintenant avec le recul, que que le but de Dortmund, c'est ce qui a vraiment déclenché en fait ces rafales, parce que j'avais l'impression qu'en fait les deux équipes attendaient que ça, qu'un but se déclenche pour que le match démarre comme il l'a fini sur un score de 4-4. Et malgré le score, je suis vraiment déçu. Je vous le cache pas, mais j'ai vu peut-être un des plus beaux matchs que de la Champions League. Oui, on verra à la fin avec tout le parcours de la Champions League, mais c'est vrai que c'était peut-être le match, le match de l'année. On ne sait pas, on verra. On pourra en parler au mois de mai à ce sujet. Oui. Il y a Joshua qui est d'accord avec toi sur Karim Adeyemi, qui dit en Bundesliga, c'est un joueur moyen, et en Ligue des Champions, c'est un joueur de classe mondiale. Et je pense que comme ça, je pourrais donner la parole à Franck, mais c'est ce qu'on a dit, c'est que dès qu'il y a une petite musique qui résonne, il y a certains joueurs qui se transcendent, qui deviennent d'autres joueurs, et Adeyemi en fait partie, n'est-ce pas, Vincent Franck, pardon. Ouais, alors Adeyemi, alors Vincent, pas du tout, je suis d'accord avec toi.
quasi. Pardon. Mais je regarde Slavia Prague, Bodo, c'est pour ça. D'accord, moi aussi. Ouais, et alors, j'ai réagi sur le but de Bodo, là, c'est pour ça. Quoi. D'accord. Alors, pour revenir à notre match, non, alors Kylian, je te mets 10 sur 10, hein, parce que j'ai rien d'autre à dire sur. Merci. Tu as vraiment tout dit. Je vais mettre quelques nuances sur ce que tu as dit, mais vraiment légères, et quelques nuances légères sur ce qu'a dit Vincent. Alors, Adémi, il nous le refait. Il nous l'a fait l'année dernière contre le Celtic, où il a qu'un triplé avant qu'il se blesse. Et il avait fait 2 saisons avant un super match contre Chelsea avec son déroulé le long. Et c'est un joueur, quand il se concentre sur son foot, mais sur son foot, c'est un gars mais magnifique, exceptionnel. Et il a un talent, ce gars-là. S'il pouvait se concentrer tout le temps sur son foot et pas rentrer dans les discussions comme il avait fait contre Heidenheim et compagnie, se concentrer sur le ballon, ce serait un joueur de classe internationale. Parce que hier soir, il nous fait un match. Il était partout, quoi. Je veux dire, il fait même un sprint à 80e minute. Tu le vois. Ouais, où il traverse le terrain, là. Ouais, c'était beau. Quand tu vois ça, ça te donne envie, quoi. Comme supporter, tu te dis, ouais, mais c'est bien. Donc, rejoins Kylian, je rejoins Vincent. Je suis un peu nuancé sur Ben Sebaini et sur Couto. Couto, oui, il fait son match. Rien d'exceptionnel, rien de mauvais. Il a la persévérance, comme dit Vincent, d'insister sur le but qu'il marque. Ben Sebaini, je suis un peu tranché. Et là, je rejoins Maxime. Je l'ai trouvé physiquement à la peine par moment. Quand je l'ai regardé souvent isolé, tu voyais qu'il traînait. Et je pense que c'est un peu coincé physiquement, dû un peu, je veux dire, après aussi, comme a dit Kylian, l'histoire avec la passe sur le 3e but, je suis un peu d'accord aussi. Bon, après, comment peux-tu faire confiance à Brandt, quoi, je veux dire. Non, mais l'attitude de Brandt sur ce 3e but, c'est un massacre. Ouais, Ben Sebaini, et moi je suis à la place de Ben Sebaini, mais j'explose sur le terrain parce que il prend le but. Ben Sebaini, il se tourne tout de suite vers Brandt. Brandt, il a les yeux sur ses pompes. Mais attends, mais alors, je comprends que peut-être qu'à ce moment-là, tu es à la 94e, peut-être que tu es Ben Sebaini, tu peux te dire, je mets un grand boom devant et on va tenir, tu vois, il veut la jouer court avec Brandt, mais son attitude, mais c'est cataclysmique. Ouais, moi, j'avais été Ben Sebaini, j'aurais mis une patate. Parce que quand je vois Brandt, je me dis, ce gars n'est pas capable de l'effort. Regardez, là où on reçoit le penalty, Brandt est tout seul au départ de l'action. Vous avez vu le contrôle qu'il fait pour un joueur de sa qualité. Non, c'était catastrophique. Et pas qu'une fois. Je veux dire, il prend le ballon, il y va tout seul. On n'en parle plus du reste. Il en a fait 2, je crois, comme ça aussi. Parce qu'à un moment, il avait. Et même à un moment, il a un ballon à droite où ça part pour le 4e légalisation. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, je veux dire, Brandt? Mais qu'est-ce qu'il nous fait, quoi? C'est pas possible, je veux dire. Là, c'est. Et après, je vais revenir sur les prestations de défense. Anton sur les buts. C'est donc le premier, je le mets un peu à Sabitzer au départ sur Joao 25 là, et après je mets un peu sur Couto qui se regarde avec, je crois que c'est Anton, je suis pas sûr. C'est Ryerson. C'est Ryerson, exact. C'est les deux. C'est Ryerson, et le truc, ils se regardent là, ils vont pas au pressing ils disent avant qu'il déclenche sa frappe. Il a tout le temps de le faire la lunette, d'aligner Kebel. Donc là, sur le but, le deuxième, le 2-2, je trouve la couverture de Anton catastrophique. Il part à droite, à l'opposé, alors que le jeu va vers la gauche. Je veux dire, c'est à lui de couper parce que Ben Sebaini était juste physiquement sur ce truc, on le voit très bien. Mais c'est à lui de couper, quoi. Et pas d'aller à l'opposé, de l'autre côté, et après de vouloir revenir comme un dératé, quoi. J'ai trouvé par moments, il y a des lacunes, mais qu'on a exprimées, Kylian a dit. Anton, je suis désolé, c'est pas une assurance touriste derrière. Hein. Je tiens à vous dire une chose, mais notez-le bien. J'espère le retour d'Emre Can, pour vous dire, quoi. J'espère le retour d'Emre Can. Allez, c'est screené, hop là. Et Ciotti aussi, quand même, un petit peu. De toute façon, Ciotti est le patron indiscutable de cette défense. Après, il faudra voir dans quel état il revient, comment. Mais avec son mental de gagnant, je pense que. Mais Anton, j'ai de gros doutes, quoi. J'avais déjà des gros doutes dès son transfert, quoi. Je veux dire. Bon. Alors, si tu me permets, juste sur les buts, je les ai matés 50 fois chacun. Sur le premier, je suis pas tout à fait d'accord en fait sur Sabitzer parce que Joao Mario, il part du côté droit effectivement, il rentre dans l'axe jusqu'au demi-espace gauche et en fait à la base c'est Svensson qui perd son duel contre Joao Mario, mais sur la ligne défensive ils sont 7. Il y a 7 joueurs de Dortmund sur la même ligne, y compris Sabitzer, c'est vrai, mais
il y en a aucun en fait qui va sur Joao Mario. Joao Mario, il revient presque en marchant dans l'axe et après il la transmet à Yildiz et après c'est le foot qui parle, tu vois. Mais pour moi, la faute, parce que typiquement quand Joao Mario il la transmet à Yildiz, Joao Mario dans son déplacement, il s'infiltre dans la surface et Sabitzer le suit en fait. C'est pour ça que Sabitzer monte pas sur Yildiz. Sur le côté gauche, il y a leur piston gauche qui déborde et Couteau suit le piston gauche. Jusque-là, c'est ce qu'il faut faire effectivement dans l'attitude défensive. Mais c'est Ruerzon qui reste complètement statique, qui ne monte pas sur Yildiz et qui reste fixé sur cette ligne de 7 joueurs jaunes et qui pense en fait que Yildiz, jamais de la vie, il met cette frappe, tu vois, parce que la frappe, elle est parfaite en réalité. Sauf que bon, si tu regardes le match contre l'Inter, Yildiz, il la met déjà en fait, cette frappe-là. Donc pour moi, sur le premier but, j'ai tendance à plutôt souligner le geste en fait de Yildiz qui est magnifique plutôt qu'une erreur d'un tel ou d'un tel parce qu'en fait le slalom que fait Joao Mario il est jamais inquiété par aucun joueur de Dortmund par Sabitzer certes mais il y en a aucun autre qui a pris ses responsabilités. Et par contre sur le deuxième but là où c'est réel bon déjà c'est Bayer qui perd la balle ça faut s'en souvenir. Bayer il perd la balle dans le rond central, il perd la balle. C'est le pire endroit où perdre le ballon, toute l'équipe est projetée vers l'avant et derrière ils sont plus que deux. Il y a Ben Sebaini et il y a Anton. Et c'est là où tu vois qu'il n'y a pas trop de complémentarité entre ces joueurs parce que Ben Sebaini, il joue leur jeu, il monte, il joue leur jeu pour mettre Vlahovic hors jeu, alors qu'Anton, il va le couvrir, alors qu'il a un semi-remorque aux fesses, Anton, tu vois. Mais si Anton, il suit Ben Sebaini, Vlahovic, il est hors jeu, il le fait pas. Et ça, c'est catastrophique. C'est pour ça que je dis que la couverture de Anton, elle est mais c'est pas la première fois. Oui. Je trouve son placement, mais d'un délirant pas possible. Quoi. C'est une source de danger, mais systématique, son placement. Ouais, carrément. Contre Heidenheim, ça peut passer, mais là, quand tu joues des équipes de ce calibre avec. C'était un peu le premier gros test, parce que comme en début de saison, on a joué quand même contre des équipes, on l'a dit, de façon de bas de classement et contre la Juventus. Et même pour la Juventus aussi, c'était un peu aussi un test, même s'ils avaient déjà eu l'Inter juste avant. Mais de savoir un peu où est-ce qu'elle en était cette équipe au niveau européen. Bon, je pense qu'au niveau du match, on a fait un peu les grandes lignes. Moi, je voudrais parler d'une chose, c'est ce penalty qui a fait où on a eu des U11 sur le terrain qui boudaient parce que c'était l'un ou l'autre. Alors, déjà, on va remettre le contexte en place parce que c'est vrai que aujourd'hui, on a lu tout et n'importe quoi. Au niveau de Guirassy loupe son penalty contre Sampaoli. Donc voilà, ça c'est fait. Kovac décide apparemment de changer son tireur et que Guirassy n'est plus le numéro 1, mais que Ben Sebaini devient le numéro 1. Alors, est-ce que c'est pour ce match ou pour tout le temps? Ça, j'ai pas l'info, j'en sais rien. Le fait que quand il y a le penalty, que c'est Ben Sebaini, je crois qu'il prend le ballon de suite, et qu'il y a cet embrouille avec tout le monde, c'est moi qui tire, c'est moi qui tire, c'est moi qui tire. Tu vois un Kovac qui est sur son banc, qui est en train de devenir fou et qui dit que c'est Rami. Je pense qu'au bout d'un moment, quand c'est l'entraîneur qui choisit de dire c'est Rami Bensebaini qui tire le penalty, que tu t'appelles Guirassy, Nmecha ou même Ronaldo, Messi, si c'est ça, point barre. Je pense qu'il y a des règles à respecter et c'est de cette manière. Surtout qu'au final, Ben Sebaini le tire très bien, froidement et à l'opposé. Donc, je ne vois pas où est parti. Alors, je vais parler surtout sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où c'est parti sur un débat galactique de Guinée. Je suis désolé à le dire, mais c'est les supporters. Alors, pour remettre en place aussi, je ne suis pas et on n'est pas le FC Guirassy. On est le Borussia Dortmund. On supporte Dortmund. On ne supporte pas un joueur. Donc après, si ces personnes supportent un joueur, c'est très bien pour vous. Mais je pense que la moindre des choses, c'est d'avoir du respect pour l'institution parce qu'elle est là bien avant les joueurs. Et comme Franck, tu me contrediras pas, les joueurs passent, mais le club reste. Donc juste voilà, c'est un petit coup de gueule de ma part pour dire un peu de respect dans les commentaires parce que je pense que voilà, on est là tous pour un club, pour une passion. Et on n'est pas là pour se prendre la tête et à surtout faire des insultes gratuitement. Je sais qu'on peut dire tout ce qu'on veut derrière un écran, mais c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Bon, pour revenir un peu sur cette histoire du penalty qui est quand même comique. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur le moment venu, Vincent?
Alors moi, bon déjà c'est vrai que quand je les ai vus un peu se prendre le chou, j'étais un peu comme un con entre guillemets parce que j'ai pas compris ce qui est en train de se passer parce que j'ai vu quand même Rami qui est quand même bon pote avec Guirassy, ils avaient l'air de se prendre un petit peu le chou. Après j'ai vu Kovac qui est parti qui s'est transformé en Super Saiyan, donc j'ai pas compris non plus. Et c'est vrai que bon, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que je me pose pas la question maintenant si c'est pas aussi un petit peu ça qui les a fait sortir du match, tu vois. Donc excuse-moi, je prends que j'ai un petit peu un doute. Il est toujours sur le match, Franck. Non, Ah, ne regarde pas ses réactions. incroyable. Mais oui, je me pose maintenant la question parce que bon, j'ai trouvé ça dommage et puis ça, bon, je pense pas que c'est ça qui va faire dessouder notre équipe, mais là où tu as dit les termes, c'est que on a un tireur de pénalty qui a été désigné, c'est Rami Ben Sebaini. Après, je pense que ça n'a pas été fait pour rien. Je pense que c'est parce que bon, c'est aussi lié à et on ne remet en aucun cas, et moi le premier, qui est un très très grand admirateur de Serhou Guirassy, je ne remets pas en aucun cas, je remets en cause ses capacités et son talent, mais si le coach a désigné Ben Sebaini comme notre tireur de pénalty, c'est lui point barre. Ouais, carrément. Et je crois que j'avais la stat. Et au niveau de Guirassy, je crois que c'est aucun loupé. Attends, je suis en train de retrouver ça. Tiens, pendant ce temps-là, Kylian, toi, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de cette réaction de gaminerie, j'ai envie de dire, parce que c'était tellement bas. Bah, je l'ai la stat en fait, t'emmerdes pas. Ah, bah J'ai regardé moi tous les penalties que Guirassy a tirés dans sa carrière. Il y en a 34 au total. Et en fait, son taux de conversion, il est pas terrible en fait. Hein. Il est à 82% de taux de conversion de penalty. C'est trop peu en fait. C'est pour un tireur de penalty, c'est pas suffisant. Faut dépasser les 90 au grand minimum. Ben Sebaini en comparaison, c'est pas compliqué. Il en a jamais raté un. Alors il en a tiré beaucoup moins. Hein. C'était son 11e penalty en carrière professionnelle ce soir, mais il en a raté aucun. Il faut pas oublier que quand il était à Gladbach, c'est lui qui les tirait les penalties. Eh oui, c'est ce que j'allais dire. c'est ça la stat aussi. Ouais. Donc, de toute façon, le numéro 1, a priori, c'est Emre Can. Quand il reviendra, ça sera toujours Emre Can. Mais tout ça pour dire que Ben Sebaini, tireur de penalty, ça sort pas du chapeau de Kovac. C'est un truc qui était acquis depuis longtemps et qui était un petit peu laissé sous le tapis pendant toute l'année dernière au final. Mais Ben Sebaini, c'est un vrai technicien sur l'exercice. Guirassy, il nous a déçus plus d'une fois. Je crois que en jaune, il en manque 3, 4 peut-être. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que t'es un serial buteur, c'est pas parce que t'es un monstre à enfiler les buts que t'es une terreur pour tirer les pénaltys, c'est pas le même exercice. L'autre chose dont on n'a pas trop parlé, c'est effectivement l'impact de cette situation sur le reste du match, parce que Guirassy il sort, Kovac le sort. Alors après oui, tout le truc de c'est le coach qui décide. Si le coach dit Ben Sebaini, c'est Ben Sebaini, ça je vous rejoins à 200%. L'attitude des joueurs. Moi, j'ai beaucoup aimé, et encore une fois, parce que je l'ai beaucoup craché dessus, donc je vais quand même lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse, mais l'attitude de Sabitzer sur le penalty, c'est exemplaire. C'est-à-dire que c'est lui qui va prendre la balle des mains de Guirassy et qui les met dans les mains de Ben Sebaini. Et ensuite, il se retourne vers Kovac pour expliquer un petit peu ce qui se passe, et c'est là où on voit Kovac hurler. Et en fait, quand Sabitzer se retourne, il voit que Guirassy a repris le ballon, et Sabitzer, il repète un câble. En fait, je pense que sans Sabitzer, Ben Sebaini le tire pas, ce penalty. Bon voilà, ça c'était juste une petite parenthèse sur Sabitzer. Mais dernière chose concernant l'impact que peut avoir que ça a pu avoir, c'est que Guirassy, il est sorti en fait après ça. Alors est-ce que ça a un lien, est-ce que ça en a pas? En tout cas, il est sorti agacé. Et ça me permet de faire un lien avec une dernière chose, c'est les changements. Parce que Tudor, il sort David et McKennie qui étaient à côté de leur match. Il fait rentrer Joao Mario, il fait rentrer Vlahovic. Nous, on a Kovac qui a fait sortie de Mecha, quoi. Voilà, je m'arrêterai sur ça. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il y a un souci avec Kovac, c'est que ces changements. Alors, peut-être pour le moment, il n'a pas la profondeur du banc et tout, donc c'est assez compliqué pour faire tourner. Mais les changements sont hyper tardifs. On a l'impression de retrouver un Lucien Favre qui faisait ça à la 80e, qui commençait à faire tourner son équipe. Donc on verra quand il y aura l'effectif quasiment au complet et on espère qu'il n'y aura pas d'autres blessures d'ici là. Mais bon, chose impossible à Dortmund.
Mais c'est vrai que les changements sont très tardifs, je trouve aussi. Franck, du coup, pour clôturer un peu cet épisode penalty, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Lunaire. Mm. Franchement, lunaire. J'avais l'impression que c'était une cour d'école, je veux dire, de gamin, quoi. Je veux dire. Franchement, lunaire, quoi. Il y a, je sais pas, il y a des consignes. Donc, on respecte les consignes. On n'a même pas à aller vers le ballon ou à discuter quelque chose. Et l'entraîneur dit que c'est tel et tel qui tire. Après, c'est tout. Dans les années 90, c'était Michael Sork. Il y avait personne qui allait ramasser le ballon. Il y a personne qui était à 5 mètres du ballon. On savait que c'était Sork qui allait tirer le penalty, quoi. C'est ça. Donc, à une époque, c'était Marco Reus. Jusqu'il en loupe 2 et il a pu tirer les pénaltys après. Je veux dire, il y a une hiérarchie, elle est établie. Il n'y a pas à point de discuter, quoi. Je veux dire, quoi. On a eu une histoire déjà, hein, où on joue le titre avec. C'était Chan. Et après, malheureusement, c'est notre ami Allaire qui va le tirer. Ouais. Après, il a pris ses responsabilités. Je ne lui en veux pas du tout, hein, je veux dire. Mais moi, j'estime, dans un vestiaire, il y a un respect, il y a des consignes. Le coach impose des consignes et impose des tireurs, je pense. Hein. Connaissant Kovac, je ne crois pas que Kovac laisse libre. Il y a certains entraîneurs, ça a déjà existé. Mais je pense que Kovac a ses tireurs. Kylian l'a dit, je pense que l'histoire Ben Sebani est déjà depuis longtemps sur le feu et que ça devait être lui. Comme a dit, je pense que quand Chan reviendra, ce sera Chan. Mais je ne vois pas ce qu'il y a à discuter. On vient dans un football de statistiques. Guirassy veut surtout qu'il a un contrat, hein, qui lui ramène de l'argent supplémentaire s'il fait 20 buts, 20 passes décisives, quoi. Il lui ramène 250 000 euros en plus. Hein. Donc, monsieur pense à son fric, sûrement, et à ses statistiques. J'ai rien contre Guirassy, je l'apprécie. C'est un très bon joueur. Et une fois de plus, je dis, moi, ce qui m'importe, c'est ça. Et c'est le résultat. Alors, que ce soit Dupont, Duschnock qui mettent le penalty, j'en ai rien à foutre. Mais c'est qu'ils mettent les valeurs du Borussia Dortmund. Et ce qui s'est passé sur le terrain, c'est pas les valeurs du Borussia Dortmund et c'est pas les valeurs d'une équipe de foot. On est à 11 sur le terrain, on est à 11 du début jusqu'à la fin. Carrément, c'est très bien Voilà, il résumé. n'y a rien à rajouter. Ah ouais, c'est clair. Là, je peux rien rajouter. Tout est dit. Et juste pour dernière petite anecdote qui était un peu drôle aussi, c'était le maillot de Guirassy en seconde période où il avait le nom Dortmund en haut et Dortmund en bas. Voilà. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils n'avaient pas de maillot de rechange ou parce que première période, il était avec son maillot de Guirassy derrière. Hein. C'est en seconde où ça fonctionnait plus. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Il y a Tariq qui dit vous en pensez quoi du terrible Anton? Bah écoute, je te laisse regarder avant. On en a parlé. Comme ça te permettra d'avoir l'avis. Votre avis sur la Juventus? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette équipe, Kylian? Moi, j'ai été un peu déçu. Je m'attendais vraiment à une équipe qui ait vraiment 1 ou 2 coups d'avance sur nous. En réalité, vraiment, ça s'est vraiment joué à rien. De toute façon, c'est match nul, donc ça s'est joué à rien du tout. Ils s'en sont remis finalement à Vlahovic qui fait une entrée absolument phénoménale. D'ailleurs, Adeyemi a clairement volé le statut d'homme du match. Pour moi, il doit aller à Vlahovic parce que quand tu fais un doublé, une passe décisive quand tu rentres, c'est plus qu'Adeyemi. Et puis même Adeyemi, je suis pas convaincu que ce soit le meilleur joueur de Dortmund. Hein. Moi, j'ai préféré le Mecha, mais bon, ça c'est du détail. Concernant la Juve, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? Quand tu prends 7 buts en 3 jours, peut-être. Mais globalement, j'ai trouvé que leur attaque était flamboyante. Quand Sessao va revenir, et quand Sessao, c'est un potentiel phénoménal, parce que David est passé à côté de son match. Openda, c'était relativement mitigé aussi. Donc, si tu peux imaginer un trident, Yildiz, Conceição et Vlahovic, dans cet état de forme, c'est terrifiant. Il y a du travail. Après, voilà, le coach, il est pas en place depuis longtemps. Le système 3-4-3 leur va bien aussi. Ils ont retrouvé Bremer, qui a pas fait un top match, mais bon, il revient d'une très très grosse blessure aussi. J'ai juste pas du tout aimé leur gardien, que je connaissais pas, j'avoue. Je trouve que Di Gregorio, ça a été en tout cas très faible. Donc voilà, ça a été un match que j'ai par contre pris plus de plaisir à regarder que ce que je pensais. Moi, j'avoue que Juve Dortmund, je m'attendais pas à prendre mon pied comme ça. Donc voilà, c'est un grand spectacle. Et puis au final, on aime le foot pour ça aussi. Ouais, carrément. C'est vrai que quand on regarde la première période et la seconde, c'est que si toute la rencontre avait été comme la première, ça aurait été d'un ennui total.
Mais ouais, après, bon, quand il y avait le Youssef qui était venu pour présenter la Juve, c'est vrai qu'il expliquait un peu que c'est un club qui est un peu en reconstruction et qui rebâtit une équipe avec Tudor. Donc, je pense qu'il leur faudra sûrement 1 ou 2 saisons bien complètes pour mettre les automatismes et trouver cette équipe. Mais il y a un fort potentiel, en tout cas, dans cette équipe et une armada offensive très très lourde. Hein. Je pense que l'une des meilleures de Serie A de loin. Et je pense aussi d'un top 5 européen s'ils arrivent à bien s'en sortir. Vincent, toi, du coup, la Juve, qu'est-ce qu'elle t'a donné comme impression? Voilà, le résultat parle quand même de lui-même, hein, dans le sens où maintenant c'est vrai que comme l'a dit Kylian, c'était un petit peu décevant parce que moi-même j'ai été surpris parce que je m'attendais quand même à une Juventus sur son territoire qui allait être un petit peu plus agressif, mais euh, du coup ben on marque le premier but, on s'en prend un dans la foulée, on marque le deuxième, ils nous en mettent un autre dans la foulée, on en met 2 autres, ils nous en mettent 2 autres. On peut quand même on peut quand même saluer leur envie de pas se laisser abattre. Et puis c'est quand même honorable de leur part. Et puis honnêtement, moi malgré encore une fois malgré le score. Et malgré que je sois déçu par le résultat, ça restait quand même une belle Juventus. Ok, ok. Et toi, du coup, Franck, sur la Juventus, un peu ton avis? C'est pas la Juventus que j'ai connue à mes débuts, hein. Loin de là. Hein. C'est un club qui a perdu beaucoup de sa prestance. Après, ok, je veux bien qu'il soit en reconstruction. Mais à une époque, la Juventus en 90, c'était le summum. Hein, je veux dire, les joutes qu'on avait entre eux, hein, je veux dire, hein, c'était fantastique. Hein. Je vous rappelle pas 97, hein, avec l'équipe de malades qu'ils avaient. Je veux dire, quand tu as un Zidane, Deschamps, Boxic devant, je veux dire, Del Piero et compagnie, des joueurs qui parleront peut-être pour la vieille génération comme moi. Mais ça a perdu sa prestance. Tu vois, c'est plus un club dominant en Italie. Hein. Ça reste un grand club, hein, je veux dire, et comme tu as dit Maxime, ils ont quand même offensivement, c'est du très lourd. Ils ont quand même, ils peuvent changer. J'ai été étonné qu'ils commencent pas avec Vlahovic, qu'ils commencent avec Openda et avec David, quoi. Hein, je veux dire, qui manque un peu de compétition, je pense aussi, qui viennent d'arriver, donc il faut peut-être leur laisser du temps et qui risquent ça tout de suite, je veux dire, contre quand même un match au sommet, hein, faut dire. Mais moi, je me rappelle des années 90, hein, où les joutes entre Dortmund, c'était des matchs phénoménaux. Ça valait à l'époque du Real Barça, quoi, hein, je veux dire, parce qu'on était des top clubs à l'époque, quoi, je veux dire. Mais après, ils sont un peu comme nous, hein, je veux dire, hein, on n'est plus non plus comme on l'était. Oui. Mais bon, après, ça reste un gros club. Mais un club pour arriver à la fin, non. J'y pense pas, quoi, je veux dire, quoi. Non, bah de toute façon, comme avait dit un peu Youssef, leur objectif c'est un peu comme nous, d'aller en Ouais. 8e et après le reste c'est bonus. Ils verront parce que j'avais plus souvenir, mais en fait l'année dernière ils se sont fait éliminer en 16e Oui. par le PSV. Hein, donc, Par le PSV Eindhoven, ouais. Ils ont donc fait 2-1 à domicile chez eux et ils ont perdu 3-1 à Eindhoven. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'était normalement ils auraient dû s'imposer. Après même si le PSV était vraiment sur une belle vague et tout, parce que bon, on a vu qu'ils ont ils ont perdu hier contre l'Union Saint-Gilloise. 3-1, ouais. Ouais, c'est quand même assez surprenant. Donc, Mais bon, on est deux clubs comparables. On essaye de retrouver je veux dire, d'antan, quoi. Après, eux, ils ont plus de moyens au niveau offensif. Hein. Après, derrière, ouais. plus compliqué, ouais. Bremer, ouais, comme disait Kylian, il revient de blessure et c'est un top défenseur quand même, quoi, je veux dire. Mais bon, après, ouais. Et le gardien, waouh. Ouais, Parce que Kebel, quand même, nous sauve sur la frappe pour revenir, hein, Kebel nous sauve quand même sur la frappe de Thuram, hein, et sur la frappe qui détourne sur le poteau en deuxième mi-temps, hein, quand même aussi. Ils le disent encore, ouais. Ouais, et c'est une belle parade. Hein. Je veux dire, Kebel, je veux dire, on peut rien lui reprocher sur les buts, vraiment. Hein, je veux dire,
il nous fait un match de nouveau, je veux dire. Mais bon, je ne sais pas les notations. C'est qui a noté? C'est RN ou c'était toi au niveau des notations? Non, c'est RN, c'est Roure. Ouais. Ils mettent un à Quebel, ils mettent un à En fait, Ademi. ils mettent, je crois, ils mettent 1,5. Donc, du coup, j'ai un Oui. peu. Ouais, 1,5 truc. Et ils mettent 2 à Nmencha, quoi. Moi, j'ai trouvé Quebel très bon. Et je rejoins un peu, je veux dire, Kylian. Moi, je trouve que pour moi, quand même, le patron, je veux dire, du milieu a été. Parce qu'il se retrouve quand même seul dans la construction et dans la récupération. Hein. Et Nmencha, je trouve qu'il a fait un match. Ouais. Après, ce qui fait qu'il y a un peu homme de match à Adeyemi, c'est parce qu'il y a son but et sa passe décisive aussi. Que par rapport à Nmecha, je sais, il y a un but, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas de passe décisive derrière. Ouais. Donc, non, mais Mecha sur les seconds ballons, c'était très costaud. Ouais. Hein. Si on gagne la bataille au milieu et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut dans la possession, c'est parce qu'il est là, en fait. Hein. Sabitzer, les duels, il les a pas joués, en fait. Hein. Il était bon dans les relais, ça y a pas de souci. Mais l'impact physique de Mecha au milieu, c'est indispensable en ce moment, quoi. Mais par contre, Adeyemi, oui, il a fait un super match. Y a pas de souci sur ça. Mais contre Heidenheim, il y avait déjà un peu des prémices de ce qu'on a vu ce soir. Il est sur une courbe ascendante, en fait, hein, Karim. Et en fait, sa saison, presque elle commence à Heidenheim, en fait, parce qu'avant, il joue des bouts de match, des bouts de minutes par-ci, par-là. Donc, j'ai hâte de voir le match ce dimanche, je crois, contre Wolfsburg. Premier test, Bundesliga, en tous les cas aussi. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Ça risque d'être hyper intéressant, hein, le match contre Wolfsburg. Ouais, carrément. Bah, on va en parler juste après le tour de juste 5-10 minutes. Bon, on peut dire qu'un peu c'est vraiment un goût amer un peu de défaite quand même, hein, ce résultat, parce qu'il y avait tellement la place pour les 3 points. Quand on lit un peu les réactions, que ce soit bien Kovac, de Kiel ou même des joueurs, bah, tout le monde a l'air positif, tout le monde a l'air satisfait de ce résultat. À part Quebel, hein. Quebel a mis. Oui. Ça a été mais tu as raison, hein, Maxime. J'ai l'impression que tout le monde. Tout le monde est content quand même. Pas content vraiment, mais on n'affiche pas sa déception. Je veux dire, moi, à la fin d'un match comme ça, je suis déçu. Je suis désolé. Après, Kylian a résumé sur l'ensemble du match, la globalité, les forces en présence et tout ça. C'est vrai que le match nul, ok. Mais sur le déroulé du match, je suis désolé, on n'a pas le droit. Non, c'est clair. C'est une faute professionnelle, un petit peu quand même. Hein. C'est ça. Tu m'as sorti les mots de la. Non, mais en fait, ça te permet. Je pense que le staff et les joueurs qu'on parlait, ils sont quand même sous le spectre de. C'était le premier gros test sur l'échiquier européen, et ça reste quand même un succès. On n'a pas pris branlée. On a été plutôt bon, même sur certaines phases de jeu, on a dominé la Juve. C'est match nul, tu vois. Donc ça veut dire que on n'est pas à la ramasse en fait, tu vois. On est bien, on sait élever le niveau de jeu quand c'est nécessaire. On reste sur 5 matchs sans défaite quand même, tu vois. Donc c'est ça. Il y a de quoi tirer des satisfactions. Il vaut mieux faire ça que se morfondre en se disant putain, on prend 2 buts en 1 minute 30. Non, pas du tout. Tu prends le positif qu'il y a à prendre, tu vois. Tu fais nul à Turin dans ce stade contre cette équipe-là qui place une remontada à l'Inter. Ouais, il y a de quoi quand même tirer du positif, quoi. Oui, après, oui, il y a du positif dans le jeu. C'est surtout dans la manière à la fin comment ça a été. Ça gâche tout en fait. On aurait dû vivre une soirée extraordinaire. Et en fait, en l'espace de 3 minutes, ils ont tout gâché. C'est ça qui est dommage. Ouais. C'est la répétition. À San Paoli, il y a quelques années, Offenheim, il y a d'autres matchs qui sont références comme ça. On se rejoint chaque fois sur le fil. Ça devient lassant qu'à la fin, on n'est pas capable de sortir les crampons et putain de balancer des putains de pralines. Et oui, c'est ça. Je veux bien que le beau jeu, mais à un moment, le beau jeu, oui, ok, mais il y a le résultat. Mais après, c'est vrai que moi, j'aurais signé pour un match nul à la Juventus. Hein, je veux dire. Ouais, pareil. C'est ce qu'on voyait un peu. Il y avait que Vincent qui était déterminé à 100% pour la victoire. Il n'était pas loin. Il était pas loin. T'étais à 30 secondes près, Vincent. Ouais, bon, après, c'est pour ça que j'ai autant affiché ma déception à la fin parce que pour moi, c'est encore amer. Hein. Alors oui, je suis d'accord, je suis vraiment content du match nul là aussi. Hein. Ça nous ramène à quoi là-bas, mais par contre, putain, merde, t'as pas. Excusez-moi pour les insanités, mais bon, 4-2, 4-2. Il a mal dormi.
Tu gagnes 4-2, t'as pas à en prendre deux. Pourtant il y avait l'état d'esprit. L'état d'esprit il était là. Moi je m'attendais pas à un aussi bon Dortmund personnellement. Et on y arrive, mais on lâche tout à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça fait déjà une paire d'années qu'on se laisse aller en fin de match. Pourtant c'est pas encore une fois. Bon, je suis pas un vieux de la vieille du Borussia. Ça fait 16 ans que je les suis. Mais moi, j'ai connu un Borussia Dortmund où tu respirais pas, où t'es pas toi que tu pouvais pas vraiment attaquer parce que tu respirais pas. Et là, maintenant, une équipe qui va peut-être marquer 2, 3 buts. Et puis après, à la fin, peut-être même à 15 minutes de la fin du match, ils vont réussir à en prendre 3, quoi. J'ai du mal à comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit arrivé là, en fait. C'est tout. Bah, c'est un peu toujours le même sujet, hein. C'est le mental. Hein. C'est un syndrome qu'on n'avait pas, qui est apparu vers 2014-2015, hein, l'après-club, je dirais, quoi. Et on a 2 matchs symptomatiques. On menait 3-0 à la 75e contre Hoffenheim, on fait 3-3. Et je ne vous rappellerai pas le 4-0, et on fait combien contre ces gros bâtards? Oui. Voilà. Non, mais plus que le mental, là en tout cas sur ce match-là, parce que c'est vrai que sur les 10 dernières années, c'est débattable, mais là sur ce match-là, plus que le mental, c'est vraiment la concentration individuelle, parce qu'en fait, le 4-4, la ligne de hors-jeu, Ruerzon, il suit son défenseur qui est dans son dos, Kelly. S'il fait 1 mètre sur sa droite et qu'il s'aligne avec le reste de l'équipe, Kelly, il est hors jeu, il y a 4-3, fin du match, et ce soir, on fait pas le même live, tu vois. Et en fait, sur tous les buts, tu peux presque dire ça, à part le premier où moi j'ai un peu plus de réserve, tu vois. Mais si Brandt est plus concerné, ou si Ben Sebaini met une praline devant, si Anton, il fait 1 mètre sur la ligne de hors-jeu plutôt que Chivo, son défenseur, alors qu'il a pas la vitesse et il le sait très bien, c'est pas le même match, en fait. Donc, moi, je dis que c'est encourageant dans le sens où c'est pas grand chose, en fait. Ce soir, c'est frustrant. C'est hyper frustrant, ça, bien sûr. Mais la cohérence de l'équipe, de ce qu'il y a à en retirer, moi je suis plutôt d'accord avec Kovac, c'est positif parce que ça se joue à rien en fait, tu vois. Et parce que ça se joue à rien, c'est d'autant plus frustrant. Ouais, c'est vrai que Ryerson, il fait un tout petit pas, hein, parce qu'ils ont checké à la barre, hein, c'était limite, hein, je veux dire. Mais un tout petit pas, ouais, mais comme tu dis, hein, il n'a pas les réflexes d'un défenseur central. Mais en plus, Ryerson, il a d'autant moins d'excuses par rapport à Anton que lui, la ligne de hors-jeu, dans son positionnement et dans son regard, il la voit devant lui. Donc il fait délibérément le choix de suivre son défenseur. Et ça, c'est une erreur qui coûte 2 points hier soir, quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, après, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, oui, on peut lui taper dessus et tout, mais c'est pas son poste, quoi. C'est ça qui est dommage. Bon, après, au niveau des résultats, donc c'est l'Athletic Bilbao qu'on rencontrera dans 15 jours à peu près, c'est ça? Je crois qu'ils se sont inclinés 2-0, c'est ça, chez eux contre Arsenal. Il y en a un qui avait regardé le match ou... Oui, j'ai regardé aussi, ouais. Ah bah nickel, vous êtes les 3. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est bon augure ou... Ça joue bien. Moi, je trouve que ça joue bien. Ouais, quand même. Là, je pense qu'ils se sont quand même un peu vautrés face à Arsenal. Ouais, ça joue bien, ça pousse et tout, mais ça manque d'efficacité devant quand même, hein, l'Atlético. Hein, Et après, bon, ils n'ont pas eu de chance. Hein, ils ont pris aussi un but. Enfin bon, bref, je veux dire. Voilà. Après, chez nous. C'est ça sera différent parce que là, ils ont joué chez eux, ils avaient l'ambiance, ils avaient le. Mames, voilà, c'est ça. Mais ils n'avaient pas Nico. Je ne sais pas pourquoi. Nico Williams était en tribune. Je sais pas pourquoi. Il est blessé, non? Il n'y avait pas une petite blessure? Bah, sans doute que c'est ça, mais l'Athletic Bilbao avec ou sans Nico Williams, c'est pas la même équipe, quoi. Ah oui, c'est ça, je suis d'accord. Hein. Donc on verra un peu au match. Bah, qui continue comme ça, hein, pas de problème. Ouais, ils ont 15 jours à tenir et après ah bah du coup il y a Val qui dit il est blessé 2 ou 3 semaines. Donc c'est pour ça qu'il était en tribune. Donc pas sûr qu'on le voit à notre match. On va jusqu'au clôturer avec le match de ce week-end. Donc, du coup, dimanche, avec la super heure à 19h30, ils n'ont rien trouvé de mieux. Franck, toi, tu vas pas, du coup, c'est ça? Non, dimanche. Donc, le lendemain, moi, il faut que je sois à 6h au boulot. Alors, donc, on n'aura que le dimanche à 17h30, c'était déjà limite. Alors, ouais.
Rentrer à 2h du mat, alors là, je rentre à 4h. Quoi. Il n'y aura que Vincent qui sera déterminé pour faire l'aller-retour. Wolfsburg, du coup, qui fait un début de saison mitigé, on va dire, avec une première victoire à Heidenheim et 2 matchs nuls contre Mainz et contre Cologne. Le dernier qui était fou, qui finit sur aussi un 3-3. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez un peu de cette rencontre? Tiens, Vincent, toi, comme tu vas être sur place. Moi, personnellement, j'attends la victoire. Hein. Après, je crois, un peu comme tout le monde ici. Ouais. Mais j'attends, on va dire, le même état d'esprit offensif. Mais par contre, j'attends un peu plus de concentration sur le plan défensif, bien évidemment, hein, pour éviter qu'on se prenne une remontada. Mais si but il y a de notre part, bien évidemment. Mais ouais, bon après, j'avoue que j'attends quand même un beau Borussia Dortmund, étant donné que je vais encore une fois me taper 3h30 de route en y allant encore une fois à je sais pas quelle heure, et il va falloir que je roule la nuit pour revenir chez moi encore 3h30. Donc ouais, j'aimerais bien faire encore une fois ce déplacement sans pleurer tout seul dans ma voiture, quoi. Tu m'étonnes. Au niveau un peu des derniers matchs, ils sont à domicile. On n'a que les victoires avec eux. Ouais, le 2015 la dernière, et c'était un match nul en 2018. Vous savez, 2018 0-0. 0-0. Sinon, c'est que des victoires de bon augure. Bon, après, des fois, des séries comme ça se casse au bout d'un moment. Mais et surtout qu'on leur a mis quelques bonnes pastèques, hein, 6-0, 6-1. Ah, ouais. Donc, et le dernier 4-0. Voilà. Donc, 3 mai. Donc après, à voir. Donc, toi, Franck, du coup, qu'est-ce que tu attends un peu de cette rencontre? La confirmation de certains joueurs, comme je voudrais bien que Adeyemi enchaîne plus que 1 ou 2 matchs sur ses prestations, quoi. Et il faut à tout prix gagner contre une ancienne équipe qui a entraîné notre entraîneur, hein. Parce que je veux dire, on a laissé déjà passer 2 points. Je regarde pas les autres équipes, hein. Je regarde pas le Bayern, je m'en tape, alors carrément comme de l'an 40. Hein. C'est clair. Quand je vois le Bayern, je veux dire, ok, offensivement c'est très bon, mais derrière, moi je me dis que c'est pas les assurances sous risque. Si franchement on arrive à aligner les résultats et à être très régulier, après il y aura d'autres équipes hein, dans le truc, Leverkusen, Francfort. Avec Francfort, m'a très déçu sur le match à Leverkusen. Mais bon, après, on peut passer à côté d'un match aussi, hein, je veux dire. Mais je veux dire, il y a la place pour pouvoir être quelque chose et pour montrer qu'on est le Borussia Dortmund. Je veux dire, ok, peut-être le Bayern est au-dessus, je viens de croire, mais on peut être deuxième, franchement. Je veux dire, entre un Leverkusen qui a mis son effectif à nouveau, qui a viré un entraîneur au bout de 2 semaines, qu'on a un nouveau. Après, ok, il y a Francfort, et franchement, montrons une fois qu'on est le Borussia Dortmund, quoi. Je veux dire, à domicile, à une époque, on disait qu'on doit être inviolable, quoi. Je veux dire, et on a déjà l'appui d'un public, un 12e homme qui est truc. Il faut montrer, quoi. Hein, je veux dire, là, là, totalement d'accord avec toi. Cette année, il y a un truc à faire. Peut-être mieux que deuxième. Ouais, ça sera compliqué, mais déjà, s'ils nous montrent la même prestation qu'en seconde période contre la Juventus, c'est très bon augure pour de nombreux matchs. Hein. Kylian, toi, pour ce match, comme ça nous permettra un peu de clôturer. Pour moi, contre Wolfsburg à domicile, c'est la victoire et c'est rien d'autre. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel choix Kovac va faire sur son 11 de départ. Parce que Svensson, ça fait trop longtemps maintenant qu'il est décevant. Est-ce que tu refais confiance encore à Bayer devant, qui sort vraiment d'un match catastrophique? À côté de ça, effectivement, tu as un petit peu les promesses du duo Couto-Adeyemi, ça combine vachement bien. C'est les détonateurs, ça l'a été en tout cas contre la Juve, donc je vois pas de raison de changer ça. Moi, ça m'intéresse de savoir si il osera sortir, je sais pas, un Bayer pour mettre un Chukwuemeka ou un Bellingham peut-être, tu vois. Même Anton derrière, là, ça a pas été bon. Alors, je sais que derrière, il y a pas un florilège non plus de choix qui s'offre à lui. Hein, ça sera Mané ou sinon Anselmino s'il est remis, tu vois. Mais je suis très curieux moi des décisions que va prendre Kovac sur son 11 de départ.
Ouais, bah, normalement, il devrait faire un peu, je pense, tourner aussi son groupe, hein, parce qu'il ne va pas pouvoir toujours garder le même effectif. Puis bon, après, on aura une petite pause d'une semaine. On jouera que le week-end suivant. Il n'y a pas de match dans la semaine. Mm. Il y a Val qui dit, petite question, Ryerson, piston gauche, si Anselmino est là, ça serait pas l'occasion ce dimanche pour faire Oui, souffler, 2000%. 2000%. Ouais. Mais c'est pas faire souffler, c'est le mettre sur le banc parce qu'il le mérite. Ryerson, il a fait de très 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 grands matchs au poste de piston gauche. La double confrontation contre Lille, c'est peut-être 2 fois notre meilleur joueur en fait, tu vois, à ce poste-là où il a fait pleurer Thomas Meunier. Anselmino, t'as envie de confirmer ce qu'il a montré à la maison d'autant plus, tu vois. Alors, Kylian, vas-y, top. Alors, c'est top. C'était un Excellent. rappel de Tintin, c'est pour ça. Excellent. Donc non, oui, si franchement ça te permet de sortir Svensson du 11 parce que t'as pas non plus beaucoup de choix en piston gauche. Tu mets Ryerson là-bas qui a prouvé et tu réintègres Anselmino. Moi, je signe ça à 200%. Je suis d'accord avec toi parce que Anselmino, je veux dire, Bayer, il a fait un non-match. Hein, tu l'as pas vu là. Non, on a dit tout à l'heure, ouais, c'est clair. Et Svensson, je l'avais déjà dit la dernière fois. Pour moi, il est en perte de vitesse, mais constante depuis le début de saison, quoi. Je veux dire. Non, il n'y a aucun match pour le moment qui est référence pour lui. Après, le souci, c'est que il a pas de. Il n'y a que le petit Cabar qui pourrait essayer, mais. À moins qu'il J'aimerais bien le voir plus souvent, lui, effectivement. Ouais. Ouais, à moins qu'il remet Ben Sebani à gauche, mais c'est pas le truc. Après, il faudrait qu'on récupère nos défenseurs centraux aussi. Hein, oui, c'est ça. Tant que tu n'auras pas récupéré ta charnière centrale avec Schlotti, Chan, Zoule et tout, il va devoir rester avec Ben Sebaini, Anton et Anselmino ou quelqu'un d'autre ou Mané, quoi. Mais après, comme dit Kylian, moi je suis de faire jouer Ryerson, hein, et je veux dire le mettre une fois sur le banc. Svensson, je pense qu'il a trop donné, hein, et on lui demande beaucoup à ce petit jeune, hein, qui est venu l'année dernière, qui nous a fait des top matchs. Hein, je veux dire, depuis qu'il est venu, c'était là vraiment la pépite sur la fin de saison et un peu l'emblème du renouveau de Kovac, quoi. Et là, il cale un peu le pauvre. Ouais, là, je pense qu'il faut le faire un peu souffler et le mettre sur le banc pour aussi là. Puis il a enchaîné aussi les matchs avec la Suède, hein, donc c'est vrai qu'il c'est un joueur. Ouais. Alors il est très jeune, il récupère beaucoup plus vite qu'un ancien, mais il souffle jamais. Donc du coup, évidemment, ça commence à devenir compliqué. Donc normalement, vendredi soir, j'aurai le gars de Wolfsburg France qui viendra m'expliquer son compte. Aïe, Franck, vas-y, me dis pas encore des trucs. Je crois que c'est le PDG de Volkswagen, je crois. Est-ce que tu as son prénom? C'est ça que je voulais te demander hier, justement. Est-ce que tu as son pseudo, pardon? Non, il m'a Golf. pas donné. C'est quoi? Pardon, Golf. Non, il m'a pas donné son prénom. Donc, écoutez, j'ai fait déjà un peu mieux qu'avec la Juventus. Je lui ai déjà Ça dit. allait. Ça Oui, allait. ça allait. Franchement, moi, je t'entends bien dire, ça reste honorable. Je veux dire, le petit jeune, il connaît depuis 2016. Je trouvais que ça allait. Ouais. Je m'attendais à pire. Ouais, c'est ça. Mais bon, là, je lui ai déjà dit les questions qu'il allait avoir. Donc, il a jusqu'à vendredi pour un peu regarder. Après, je peux comprendre aussi s'il comprend, il connaît pas son sujet de l'historique de Wolfsburg, etc. Mais c'est juste Il n'y en a pas. certaines. Il y en a Voilà, pas. Il y a un titre champion d'Allemagne. Ils ont quoi? Ils ont autre chose? Je ne sais plus. Enfin, Non, Wolfsburg, si, il doit y c'est. avoir de la Pokal. Oui, une Pokal, oui. Moi, Wolfsburg, c'est Graffité et Dzeko. Hein, voilà, et on s'arrête là. Merci, au revoir. Ouais, Pokal en 2015, il dit Val, et il dit pseudo du gars, c'est Dzeko. Bon, après, je veux dire, il en peut rien. C'est un club qui est, je veux dire. Oui, c'est. Après, c'est honorable. Comme je dis, moi, je respecte tout supporter qui défend les couleurs de son club honorablement et d'une façon d'un respect et d'une. Ouais, carrément. Et voilà. c'est le but un peu de ce genre d'émission, et même si on ne peut pas connaître son passé, c'est même déjà d'expliquer le présent et d'avoir une petite explication. C'est toujours sympa avant un match. Vendredi soir, alors, c'est ça, hein? Ouais, vendredi soir. Alors, il doit me dire soit 19 ou 20h, il doit me prévenir. Donc, 19. Ouais, 19, c'est vrai que ça fait un peu tôt aussi pour moi, ça ne m'arrangerait pas. Donc 20h, ça serait mieux. Bon, après, il y a toujours la rediffusion sur YouTube si vous voulez vous la remater derrière. Donc, c'est. Parce que j'ai vu que maintenant sur Facebook, les vidéos se suppriment au bout d'un moment.
Ah Là, oui, d'accord. j'ai eu la première où j'ai été signalé. Ils m'ont dit d'ici 2-3 jours, elle sera supprimée. Donc, ok. j'ai Mais bien tu fait de devrais, mettre. sur YouTube, tu vois, j'ai checké un petit peu les rediffs, tu devrais séquencer les Ouais. chapitres. Tu devrais chapitrer tes vidéos, en fait. Je sais pas comment on fait, mais Je sais pas non c'est. plus. J'ai pas encore trouvé. Il faut que je me penche dessus, mais j'y ai réfléchi à ça, ouais. Parce qu'au moins savoir si tu as un sujet qui t'intéresse, tu vas dessus. S'il y en a un d'autre, t'écoutes pas, quoi. Hmm. Donc, je vais voir pour le faire pour la prochaine. Ça pourrait être sympa. Messieurs, merci infiniment encore pour votre présence et tes éclaircissements sur cette rencontre. Merci à tous ceux aussi qui étaient présents sur le live et qui nous ont fait des petits messages. Et puis passez une bonne soirée. On se verra du coup, nous, que lundi. Parce que comme le match est dimanche, on fera ça lundi à 20h. Voilà. Bon, les gars, bonne soirée. Merci à tous. Et Franck. Tchuss. Tchuss. Ciao! Ciao.